La pluie tombait comme si le ciel voulait effacer toute trace du crime. Dans la lumière des gyrophares, Paul Dervaux pleurait, les mains tremblantes, menotté contre la voiture de police. Personne ne comprenait pourquoi cet homme si calme sanglotait sans résister. Puis un agent fouilla sa poche et sortit une photo. Élise Marceau, la victime, y souriait, vivante, dans une lumière du matin. Mais elle était morte depuis 24 heures. Qui avait pris cette photo? Et comment avait-elle fini là? Le commandant Léa Vautrin sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce n'était plus une simple arrestation. C'était le début d'une énigme que la raison ne pouvait expliquer. Au commissariat, Paul resta silencieux. Ses yeux fixaient la table métallique comme s'il cherchait à se souvenir d'un détail qu'il avait perdu. Léa tenta de comprendre cet homme qui pleurait mais ne niait rien. Quand elle posa la photo devant lui, il leva la tête et murmura. Seulement, Djogé, elle était encore là. Ce matin-là, la pièce se figea. Chaque mot semblait défier la logique. Était-ce une confession ou un avertissement? Léa fit venir le médecin légiste. Le rapport confirma l'heure du décès. Élise était morte bien avant l'heure affichée sur la photo. Pourtant, l'image semblait récente, nette, presque vivante. Léa observa le fond du cliché. Un banc, une place, un clocher. Elle connaissait cet endroit. Elle y était passée ce matin-là. Personne ne s'y trouvait. Dans le silence de son bureau, Léa repassa la vidéo de l'arrestation. Les pleurs de Paul, le moment où la photo glisse de sa poche, le regard paniqué qu'il lance à l'agent. Ce n'était pas un regard de coupable, mais de quelqu'un qui vient de voir un fantôme. Elle ferma les yeux, et si Élise n'était pas morte quand on l'avait cru, le lendemain, au lever du jour, le lac rendit un second secret. Un promeneur découvrit une chaussure d'Élise échouée sur la berge, à plusieurs mètres de l'endroit où sa voiture avait été retrouvée. Léa observa la chaussure trempée et retournée dans la boue. Elle leva les yeux vers la forêt. Quelqu'un était venu ici après le drame. Et cette fois, ce n'était pas Paul. Léa retourna sur les lieux au matin. Le brouillard recouvrait tout, comme si le lac voulait reprendre son secret. Les agents fouillaient la berge, cherchant d'autres traces d'Élise. Puis, au bord d'un sentier, Léa trouva des empreintes de pas, une grande, masculine, et une plus petite, fine, presque effacée par la pluie. 2 personnes étaient venues ici après la mort d'Élise. Elle fit signe à son équipe d'arrêter tout. Quelque chose dans cette histoire ne collait plus le temps, les traces, même les souvenirs semblaient mentir. Julien Morel fut convoqué. Il arriva avec son air tranquille et ce sourire trop parfait. Il prétendait n'avoir pas vu Élise depuis des semaines, mais Léa savait qu'il mentait. Le téléphone de la victime prouvait qu'il s'était appelé la veille du drame. Quand elle évoqua la photo retrouvée, il se figea, puis détourna le regard vers la vitre. « Yobé, vous pensez que c'est lui ?»« Yo !» demanda-t-il faiblement. Léa répondit au gars. « Je pense que quelqu'un veut que ce soit lui. » Oh, les analyses confirmèrent que la photo d'Élise n'était pas une simple impression. Le papier provenait d'un appareil argentique développé dans un vieux laboratoire de la ville. Léa s'y rendit. Le propriétaire, un vieil homme à la voix cassée, affirma que quelqu'un était venu développer ce cliché 2 jours plus tôt. Un homme grand, nerveux, portant un manteau sombre. Quand Léa montra la photo de Paul, il hésita. Oui, c'était lui, mais il semblait perdu, comme s'il ne savait pas ce qu'il faisait. Cette nuit-là, Léa relut le dossier de Paul. Son passé révélait un drame 10 ans plus tôt. Son père s'était noyé dans ce même lac, sous des circonstances jamais élucidées. Mireille, la mère, avait toujours refusé d'en parler. Léa sentit que cette histoire ancienne pesait sur le présent. Peut-être qu'Élise l'avait découvert. Peut-être qu'elle avait voulu aider Paul. Ou au contraire, s'en servir.
Au petit matin, Léa se rendit chez Mireille Dervaux. La vieille femme ouvrit lentement, surprise mais calme. Son regard ne montrait ni peur ni colère, seulement une fatigue ancienne. Elle écouta les questions sans interrompre, puis sortit une boîte en fer de sous son lit. À l'intérieur, une autre photo d'Élise, datée du même jour que celle trouvée sur Paul. « Ok, ce n'est pas lui qui l'a prise. » Yo, murmura Mireille. « Yoga, c'est elle qui est venue la donner. » Yo. Léa parcourut les affaires d'Élise. Parmi ses carnets, elle trouva des lettres sans destinataire, écrites d'une écriture nerveuse. Les phrases parlaient de peur, de mensonges, de fuite. Une phrase revenait sans cesse « Il croit que je suis morte ». Léa sentit une sueur froide lui couler dans le dos. Pourquoi Élise aurait-elle écrit cela avant de mourir? Et surtout, de qui parlait-elle? Les relevés téléphoniques d'Élise menaient à un numéro inconnu. L'adresse correspondait à un vieux bâtiment abandonné près de la gare. Léa s'y rendit seule. À l'intérieur, elle découvrit un atelier photo clandestin avec des tirages d'Élise accrochés au mur, datés après sa mort présumée. Chaque cliché semblait plus récent que le précédent, comme si quelqu'un voulait prouver qu'elle vivait encore. Mais pourquoi? Elle interrogea Julien à nouveau. Cette fois, il craqua. Il avoua avoir vu Élise le jour de sa disparition. Elle lui avait parlé d'un projet secret, d'une vérité qu'elle devait révéler à Paul. Julien suppliait Léa de le croire, il ne l'avait pas tuée. Il voulait la protéger. Il montra alors une clé rouillée. « Yoga, c'est à elle. »« Yo » dit-il. « Yo, ben, elle m'a dit de la garder si jamais elle ne revenait pas. » Yo, Léa comprit que cette clé n'ouvrait pas, mais une vérité. La clé ouvrit un coffre dans le grenier d'Élise. À l'intérieur, Léa découvrit un appareil photo argentique et plusieurs pellicules encore non développées. L'une d'elles portait la date du jour suivant sa mort. Tremblante, elle la confia au laboratoire. Quand les clichés sortirent, elle sentit son cœur s'arrêter. Élise apparaissait sur chacun d'eux, souriante, marchant dans les rues de Saint-Rémy. Et sur le dernier cliché, on distinguait clairement Léa, de dos, passant au même endroit ce matin-là. Ouais. Léa resta seule dans sa voiture, les pellicules posées sur le siège. Son esprit refusait de relier les faits, une morte photographiée vivante, des témoins incohérents, une mère qui ment. Elle pensa à Paul, enfermé, détruit. Et si tout cela n'était qu'un piège, conçu pour lui faire croire à sa propre folie? Son téléphone vibra, numéro inconnu. Un message s'afficha. « Vous cherchez Élise? Arrêtez! Elle vous regarde déjà. » Paul Dervaux se réveilla dans sa cellule en sursaut, couvert de sueur. Il croyait entendre la voix d'Élise l'appeler doucement. Dans son rêve, elle lui tendait la main depuis la surface du lac, souriante, comme si elle voulait qu'il la rejoigne. Il se redressa, tremblant, et fixa le mur. Une tache d'humidité dessinait un visage, le sien ou celui d'Élise, il ne savait plus. Quand le gardien passa, Paul murmura Yoga. Léa retourna voir Paul. Elle voulait comprendre cette certitude qui brûlait dans ses yeux. Il lui parla d'une voix calme, presque apaisée. Il disait qu'Élise lui apparaissait chaque nuit, qu'elle lui demandait d'ouvrir les yeux, de ne pas croire ce qu'on lui montrait. Léa sentit son instinct vaciller. Elle avait vu des hallucinations, des mensonges, mais pas cette intensité-là. Quand elle quitta la cellule, elle n'était plus sûre de ce qu'elle voulait prouver, son innocence ou sa folie. Le soir même, Léa fit développer les dernières photos retrouvées dans le coffre. L'une la glaça, on y voyait Paul, debout près du lac, tenant la main d'Élise. La date indiquait le lendemain du meurtre. Elle vérifia les métadonnées, aucune erreur. Cette image ne pouvait exister. Pourtant, elle était là, réelle, sur le papier. Et plus elle la fixait, plus elle avait l'impression qu'Élise la regardait à travers le cliché. Cette nuit-là, Léa rêva du lac. Elle marchait dans l'eau, froide et noire,
appelée par une voix qu'elle connaissait. Au fond, une silhouette flottait, les yeux ouverts. Quand elle la toucha, le visage d'Élise apparut, mais ce n'était plus elle. C'était Léa. Elle se réveilla en sursaut, le souffle court. Sur sa table, les photos d'Élise avaient bougé, disposées en cercle. Elle ne savait plus si elle dormait encore. Au matin, Léa retourna au lac. Le vent faisait frissonner la surface. Paul avait peut-être raison, quelque chose ici refusait de mourir. En observant les reflets, elle vit soudain son propre visage se mêler à celui d'Élise. Le même regard, la même peur. Elle recula, le cœur battant. Si Élise n'était pas morte, qui reposait dans la morgue? Et si le vrai piège n'était pas pour Paul, mais pour elle? Léa convoqua le laboratoire d'expertise numérique. Les techniciens confirmèrent que les photos d'Élise n'étaient pas modifiées. Mais un détail la troubla. L'appareil utilisé pour les prendre avait aussi servi à photographier d'anciennes scènes d'enquête de la police de Saint-Rémy. Seuls quelques enquêteurs y avaient accès. Parmi eux, Léa. Un silence lourd tomba dans la pièce. Pour la première fois, elle sentit la peur se tourner vers elle-même. Léa interrogea son propre service. Aucun appareil photo ne manquait, aucun dossier n'avait été consulté sans autorisation. Pourtant, quelqu'un avait utilisé son identifiant pour accéder aux archives. Elle comprit alors que quelqu'un à l'intérieur manipulait l'affaire depuis le début. La photo dans la poche de Paul, les preuves, les incohérences, tout était orchestré. La question n'était plus « Qui a tué Élise ?» mais « Qui tire les ficelles à travers sa mort ?» Pendant ce temps, Paul, seul dans sa cellule, reçut une enveloppe glissée sous la porte. À l'intérieur, une clé USB et une note portant une seule phrase « Regarde la vérité ». Lorsqu'il inséra la clé dans le poste du parloir, une vidéo s'ouvrit. Élise, vivante, parlant à la caméra. « Au guet, si tu vois ceci, c'est qu'ils savent. Ne leur fais pas confiance, pas même à elle. » Yo, Paul éclata en sanglots. « Elle ?» parlait-elle de Léa. Léa reçut l'appel du médecin légiste. Le corps d'Élise avait été exhumé pour vérification. L'ADN correspondait, mais le rapport révélait une anomalie. La mort réelle datait de 2 jours après la découverte du véhicule. L'ordre. Léa comprit qu'elle marchait sur un terrain miné, où la vérité coûtait plus cher que le mensonge. En quittant la morgue, Léa sentit qu'on la suivait. Les pas derrière elle s'arrêtaient quand elle s'arrêtait. Mais sur le pare-brise de sa voiture, une photo y était collée elle-même, prise à travers la vitre de son bureau, la veille. Une phrase écrite au dos « Ce n'est plus ton enquête ». Pour la première fois, Léa comprit qu'elle n'était plus la chasseuse, mais la proie. Léa rassembla tous les protagonistes dans le vieux hangar au bord du lac. Paul, encore fragile, se tenait à l'écart. Mireille, la mère, restait silencieuse dans l'ombre, ses yeux lourds de secret. Julien tremblait légèrement, conscient que son rôle dans les mensonges allait éclater. Point. Et puis, Élise apparut, enfin visible, imposante et calme, dévoilant que chaque détail avait été orchestré pour protéger Paul. La tension était palpable, chaque respiration semblait contenir un piège. Élise expliqua toute la photo trouvée sur Paul, les manipulations des preuves, les faux indices, tout avait été planifié pour écarter les véritables ennemis. Yogué, si j'étais vraiment morte, Paul aurait été détruit par ceux qui voulaient le faire accuser, murmura-t-elle. Léa sentit un mélange de soulagement et de choc. Tout ce qu'elle avait cru savoir était maintenant remis en question. La vérité n'était jamais nette, seulement manipulée. Léa demanda à Paul pourquoi il avait gardé silence, pourquoi il avait pleuré à l'arrestation. Il répondit simplement « Tioga. Je savais qu'Élise avait un plan,
mais je ne savais pas à quel point tout était dangereux. Ses larmes avaient été un mélange de peur et de soulagement. Un cri silencieux de quelqu'un pris au piège dans un monde qu'il ne comprenait pas entièrement. Léa a compris enfin l'ampleur de ce qu'ils avaient traversé. Le face-à-face final eut lieu entre Léa et Élise. Léa posa les questions qui la hantaient depuis le début. Pourquoi simuler sa mort? Pourquoi impliquer Paul? Élise répondit avec calme Yogi, parce que certains secrets doivent être protégés et certaines vérités ne peuvent survivre à la curiosité des autres. Léa sentit une froide lucidité s'installer. La justice n'était jamais absolue. Et parfois, la vérité la plus cruelle était aussi la plus nécessaire. Alors que le soleil se levait, les tensions se relâchèrent légèrement. Paul et Élise purent enfin se regarder sans peur. Léa, debout au milieu du hangar, contempla les choix, les mensonges et les sacrifices qui avaient conduit à ce moment. La vérité était maintenant là, tangible et douloureuse. Et pourtant, elle savait que ce qui semblait clos n'était jamais vraiment terminé. Certains secrets, une fois libérés, ne meurent jamais complètement. Léa entra dans l'atelier clandestin d'Élise, enfin éclairé par des lampes portatives. Les murs étaient couverts de photos, toutes datées après la mort officielle d'Élise. Paul l'attendait, épuisé mais calme, tenant la main d'Élise. Elle était vivante. Tout n'était qu'un stratagème pour protéger un secret ancien lié au père de Paul. Élise avait simulé sa mort. Léa sentit son cœur se serrer. La vérité n'était jamais simple. Elle était toujours douloureuse. Léa approcha, les mains tremblantes. Élise expliqua calmement Yogi. Je devais disparaître pour protéger Paul et toi. Il y avait des gens qui ne voulaient pas que tu saches la vérité. Paul hocha la tête, les yeux brillants de gratitude et de peur. Chaque image, chaque faux indice, chaque manipulation avait été orchestrée pour confondre la police et protéger ceux qu'ils aimaient. La frontière entre victime et protectrice venait de disparaître. Léa consulta les archives de Paul et d'Élise. Tout concordait, les dates, les photographies, les témoins. Même Mireille Dervaux avait participé, protégeant son fils. Léa comprit que parfois, la justice ne se mesurait pas seulement à la vérité judiciaire, mais à la survie des vivants, et que la culpabilité pouvait être un piège invisible, tissé par amour et peur. Le calme revenu, Léa et Paul marchèrent au bord du lac. Élise les suivait de loin, observant, invisible aux yeux des passants. Le vent soulevait des feuilles mortes et des souvenirs. Léa pensa à tout ce qu'elle avait cru voir, à tout ce qu'on lui avait caché. Elle savait maintenant que certaines histoires ne pouvaient jamais être résolues totalement. Certaines vérités restent floues pour une raison. Alors que le soleil se levait sur Saint-Rémy, Léa sentit le poids de cette affaire s'alléger. Paul et Élise, enfin réunis, s'éloignaient vers un futur incertain, mais vivant. Elle resta sur le rivage, regardant le reflet du ciel dans le lac. Les secrets demeuraient. Mais certains fantômes choisissent de laisser place à la vie. La justice avait trouvé un équilibre fragile, et Léa sut que le véritable mystère ne s'arrêtait jamais vraiment.